Bon, bienvenue au Centre francophone de l'Université de Novi Sad. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir ici parmi nous Madame Pauline Gagnon, une chercheuse canadienne que nous avons obtenue grâce à l'intervention de l'ambassade du Canada que nous remercions fort. Quelques mots sur notre intervenante aujourd'hui, Madame Pauline Gagnon, qui a obtenu son baccalauréat en physique à l'Université du Québec à Montréal en 1978 et son doctorat en physique des particules à l'Université de Californie à Santa Cruz en 1993. Elle travaille ensuite pendant 16 ans comme chercheuse au Conseil européen pour la recherche nucléaire CERN, près de Genève en Suisse. Plus exactement, elle effectue des recherches sur le Grand Collisionneur de Hadron, un tunnel de 27 km de long qui coupe le souffle et où le boson de Higgs sera découvert en 2012. Communicatrice scientifique pour le CERN, jusqu'en 2014, Pauline Gagnon publie pour la suite le livre « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver ?» et autres détails essentiels traduits en 6 langues. Expliquer la physique des particules en termes simples et accessibles est devenu sa marque de commerce. Les sujets qui dominent le travail de Pauline Gagnon sont l'importance de la vulgarisation scientifique, la présence des femmes en sciences et l'ampleur du sexisme et de l'homophobie dans le milieu scientifique. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais appeler notre invitée, Madame Pauline Gagnon. C'est à vous. Alors, merci beaucoup à Pavle pour cette belle introduction et pour l'invitation. Et surtout, merci à Gicta Marinkovic qui a fait toutes les démarches pour me faire venir ici par l'ambassade du Canada. Allez hop. Je ne vous chanterai pas l'hymne national, mais on va commencer tout de suite avec la présentation. Alors, j'aimerais vous parler du rôle et l'importance et les défis des femmes dans la science d'hier et d'aujourd'hui. Mais je vais commencer avec l'histoire de Mileva Maric-Einstein. Vous connaissez, qui ne connaît pas Mileva ici? Personne. Est-ce que vous connaissez bien son histoire? Yes. Pourriez-vous donner les preuves de ça qu'elle était une collaboratrice d'Albert Einstein dans à peu près tout ce qu'il a fait? Ça, est-ce que vous pouvez le faire? Peut-être moins, hein? Oui ou non? Un peu. Alors oui, j'étais bien impressionnée. J'ai fait la visite ce matin au musée et je me rends compte que ma présentation, dans le reste du monde, malheureusement, Mileva Maric est tout à fait inconnue. Moi, pendant 25 ans, j'ai cherché de l'information sur elle et j'en trouvais pas. Et un jour, au CERN, j'ai rencontré une étudiante au doctorat qui on travaillait ensemble. Elle me dit, je suis serbe. Ah bon? Et alors, connais-tu Mileva Maric? Elle m'a dit, mais bien sûr, c'est une héroïne nationale. Mais je dis, c'est quoi ça? Et partout ailleurs dans le monde, on ne sait pas qui elle est. Alors, ça m'a vraiment fâchée. Alors, on est partis toutes les deux à la bibliothèque du CERN et on a commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai commencé. Moi, ça fait 10 ans que j'essaie d'en apprendre plus sur Mileva et j'ai donné une quarantaine de présentations dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Scandinavie, en Afrique du Sud, sur Mileva Maric pour faire connaître une des plus grandes scientifiques de notre temps. Et ce qui me fâche le plus dans cette histoire, c'est qu'on nous présente Albert Einstein toujours comme le grand scientifique, le génie solitaire, alors que tout ce qu'il a fait, c'est en collaboration. Et les jeunes qui pensent aller en sciences se disent tout le temps, moi je suis pas assez bonne ou pas assez bon pour faire comme Albert Einstein. Je ne peux pas travailler toute seule et faire toutes ces choses. Mais lui, comme tous les autres scientifiques, on ne travaille jamais toute seule. On travaille toujours en collaboration et c'est de la collaboration que vient tout ce qu'on trouve. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite que j'avais prévu sur l'histoire de Mileva puisque vous en connaissez déjà beaucoup.
Donc, j'allais partir sur l'histoire de Mileva pour ensuite regarder la situation des femmes en sciences aujourd'hui et parler un peu à partir de ma propre expérience pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Et ensuite, donner quelques pistes pour améliorer la situation. Alors, le but de ma présentation, c'est de prouver que Mileva a bel et bien été une collaboratrice scientifique d'Albert Einstein en examinant comment ils vivaient ensemble les 20 années où ils étaient, qu'ils travaillaient très proches ensemble, qu'ils étaient mariés. Et je vais prendre aussi en contexte leurs circonstances personnelles qui ont joué beaucoup, de même que le contexte historique de l'époque. Mon but n'est pas de dénigrer Albert Einstein. Il était simplement un être humain avec ses défauts, mais des gros défauts, des méchants gros défauts. Et, mais ça, je le dis toujours parce que ailleurs dans le monde, les gens ont tout le temps peur quand on dit un mot contre Albert Einstein, c'est tabou. Donc, Mileva, comme vous le savez, elle est née ici en Vojvodina, à Titel, en 1875, donc 80 ans avant moi. Et elle a fait son secondaire la dernière année que c'était permis aux filles sous l'Empire austro-hongrois. Et son père a même dû obtenir une permission du ministre de l'Éducation pour qu'elle puisse assister certains cours de physique à Zagreb, avec les garçons. Elle a terminé son secondaire à Zurich en 1894. Elle est allée à Zurich pour finir ses études. Et juste après, ses parents, sa famille a déménagé ici, à Novi Sad. Et vous connaissez probablement la maison de la famille Maric. Mileva et Albert avaient deux tempéraments complètement différents. Mileva était brillante mais réservée. Elle parlait peu. À l'école, elle savait toutes les réponses, mais jamais elle levait la main pour répondre. Elle était entreprenante et endurante. Elle allait au fond des problèmes et elle savait où elle allait et elle marchait droit au but. Alors, là où Mileva y allait comme ça, Albert, lui, il procédait comme ça. Albert, c'était n'importe quoi. Il était très inquisiteur, curieux, bohème et rebelle. Je vais parler moins fort, hein, ça doit vous claquer les oreilles. Il était peu discipliné. Il n'aimait pas du tout la discipline et il changeait vite d'idée. Il n'aimait pas la rigueur des écoles en Allemagne et c'est pour ça que lui aussi est allé à Zurich pour finir son secondaire. Ils se sont rencontrés en 1896 en entrant à l'école polytechnique. Ils étaient les deux seuls étudiants en physique. Mileva était la plus âgée, Albert le plus jeune, beau petit jeune homme ici. Marcel, il y avait 3 autres étudiants, mais eux dans la section mathématiques. Quand Mileva est arrivée, elle était la 5e femme à entrer à l'ETH. L'école polytechnique maintenant s'appelle l'ETH. Et c'était la seule université en Europe de langue allemande qui acceptait des femmes. Partout en Allemagne, les femmes n'étaient pas admises à l'université. Pouvez-vous vous imaginer ça aujourd'hui? C'est trop enrageant. Et elle a commencé ses études. Alors, ils ont fait leurs études de 96 à 1901. Mileva avait 2 bonnes amies. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. C'est bien projeté. C'est ici que c'est différent. Il y a 2 bonnes amies. Hélène Kofler-Savitch, avec qui elle a écrit toute sa vie. Et on a sa correspondance, de même que Milena Botta. Et les deux disent, ils étaient tous dans la même pension, que Albert et Mileva passaient tout leur temps à étudier ensemble dans la chambre de Mileva. Et les lettres que Mileva a envoyées à son amie Hélène, le petit-fils d'Hélène, Milan Popovic, a publié ces lettres et elles sont disponibles en serbe, de même qu'en anglais. Mais il y a aussi des lettres qui ont été écrites entre Albert et Mileva entre 1897 et 1903, durant les vacances scolaires, quand ils étaient séparés. Et là, ils s'écrivaient des lettres. Il y a 43 lettres écrites par Albert à Mileva qui ont survécu, mais seulement 11 lettres de Mileva à Albert. Et ces lettres sont maintenant publiées dans un petit livre qui s'appelle The Love Letters, les lettres d'amour entre Albert et Mileva. Et ils nous en apprennent énormément sur, justement, leur collaboration. Radmila Milentijevic, qui était professeure d'histoire à New York,
souligne dans sa biographie, c'est la meilleure biographie qui existe de nos jours sur Mileva, elle souligne que les lettres d'Albert sont parsemées de termes tels que nos études nouvelles, nos recherches, nos vues, notre théorie, notre article, notre travail sur le mouvement relatif. Donc, ce sont ces lettres qui nous disent comment ils travaillaient. Par exemple, pour montrer qu'ils étaient toujours ensemble, Albert était séparé durant une certaine période. Il lit un livre de Helmholtz, un physicien de l'époque, et il écrit à Mileva, « Ça me semblait tout à fait inconcevable que tu ne sois pas à mes côtés quand je suis là en train d'étudier. » Et tout seul, je trouve ça difficile quand on est ensemble. Le travail que nous faisons en commun est très bon, curatif et aussi moins difficile, moins ardu. Donc, et en plus, Mileva le tenait en ligne. Elle l'obligeait à être disciplinée. Il lui écrit à une autre occasion, il lui dit « Quand je suis tout seul dans ma famille, maintenant, je me laisse aller à ruminer des idées noires, devient dépressif. Bref, je vois et je sens que votre bienfaisante férule, votre canne pour me frapper, ne plane plus au-dessus de moi pour m'empêcher de divaguer. » Alors, c'est un peu poétique comment il l'écrit, mais il lui dit « Tu me tiens en ligne, alors tu m'obliges à bien travailler. » Alors, en 1900, c'est en juillet, ils prennent tous les deux leur examen oral. Et Albert, mais avant de prendre l'examen oral, on a les notes qu'ils ont reçues tous les deux pendant 3 ans. Et vous voyez, la moyenne des notes, Albert et Mileva ont essentiellement la même note. Donc, 4,75 pour Mileva sur un total de 6. C'était très bon. C'était vraiment des bonnes notes. Mais ils arrivent à l'examen oral, et là, c'est Hermann Minkowski. Ceux et celles ici qui étudient en physique connaissez peut-être les espaces de Minkowski. Minkowski, lui, il donne une note de 11 sur 12 aux 4 jeunes hommes qui prennent le cours, mais Mileva, il lui donne 5 sur 12. Et quand ils font toute la moyenne pondérée, les examens écrits, l'examen oral et la thèse de dissertation, bien, Mileva obtient une note de 4, en dessous du seuil de passage qui était de 5. Albert n'a pas la note de passage non plus, mais on le laisse passer. Donc, Albert va obtenir son diplôme, malgré tout, mais Mileva ne l'aura pas. Mais il ne faut pas oublier que l'ETH n'avait jamais accordé un diplôme à une femme. Le premier sera accordé 2 ans plus tard, pas en physique, en mathématiques. Et en mathématiques, c'est toujours plus facile qu'en physique, même aujourd'hui. Et Albert est sans emploi. Les 3 autres étudiants, dès qu'ils ont fini l'examen oral, ils reçoivent leur diplôme de maîtrise, je crois, l'équivalent, et ils obtiennent tout de suite un poste académique. Donc, tout va bien pour eux, mais Albert a beau envoyer des lettres pour demander du travail partout en Europe, il ne reçoit pas d'offre d'emploi. Et là, il se rend compte que c'est son professeur Weber, un professeur qu'il avait insulté à répétition, à toujours l'appeler Monsieur Weber au lieu de Professeur Weber, quand il y avait quand même du respect dans les écoles suisses. Donc, Weber ne pouvait pas sentir Albert, et là, il commence à lui donner des misères, faire des mauvaises recommandations. Et parce qu'Albert n'a pas d'emploi, il refuse d'épouser Mileva. Donc, le futur de Mileva devient très, très incertain. Mais il continue quand même à vivre et travailler comme avant, comme écrit Mileva à Hélène Savitch. J'ai oublié de mettre la date ici, mais c'est à l'époque. Mais ce n'est pas le seul problème qu'ils ont. Parce que, à cause de Nikola Tesla, qui a fait le courant alternatif, le père d'Albert Einstein avait une usine pour faire l'électrification des villes, et lui, il proposait le courant direct. Et le courant continu, ça ne fonctionne pas bien. Alors, il a fait faillite à cause de Nikola Tesla. Et donc, le père d'Albert Einstein, Hermann Einstein, ne peut plus soutenir son fils. Et en plus, Pauline Einstein, elle était vraiment une personne désagréable et elle s'oppose au fait qu'Albert veuille marier Mileva. Et elle fait des commentaires épouvantables sur Mileva, et Albert, pas trop brillant, il répète tout ça à Mileva, il lui dit
que sa mère a dit, quand tu auras 30 ans, elle sera déjà une vieille sorcière. Parce que Mileva avait 3 ans de plus. Elle n'était ni juive, ni allemande, elle boitait, et elle était trop intellectuelle, d'après Pauline Einstein. Et il y avait bien sûr aussi des préjudices contre les Slaves, comme vous savez, ça persiste encore aujourd'hui. Son père voulait aussi que Albert se trouve un emploi avant de pouvoir se marier, donc il refusait de donner la permission à son fils. Donc ça va très mal pour eux, il y a beaucoup d'opposition de la famille, ils n'ont plus d'argent, Mileva n'a pas réussi l'examen, mais Albert lui dit « Comme je me réjouis à l'avance de notre nouveau travail conjoint, tu dois maintenant continuer avec ton investigation. » Donc, c'est clair qu'ils continuent à travailler sur leurs travaux. Et ils s'étaient séparés encore durant les vacances, mais ils rentrent à Zurich en octobre. Et là, pendant qu'Albert était parti chez ses parents, il avait découvert quelque chose sur la capillarité. Il dit « C'est drôle, ça a l'air tout nouveau, pourtant c'est tout simple. » Et lui, là, il écrit encore à Mileva, « Nous essaierons ensemble d'obtenir des résultats là-dessus, quand on va être ensemble à Zurich. » Mileva, elle écrit 3 mois plus tard, après avoir publié l'article, elle dit avoir fini l'article, elle dit « Nous en enverrons une copie à Boltzmann, qui est un physicien célèbre à l'époque, pour voir si il trouve que c'est bon. Et j'espère qu'il nous répondra. » Donc, elle aussi, elle parle d'un article où elle a collaboré, notre article. Et Albert dit aussi qu'un de ses amis a donné une copie de notre article à un physicien important en Italie, et j'espère qu'il va nous répondre. Donc, les deux réfèrent dans des lettres à cet article comme étant un article commun, mais l'article est publié sous le nom d'Albert seulement. Est-ce que Mileva voulait aider Albert à se faire un nom? Albert qui était insultant et qui agissait pas très bien avec les gens. Est-ce qu'il voulait l'aider à se faire un nom, se faire connaître comme physicien avec un article scientifique? Tout son bonheur à elle dépendait que Albert puisse la marier. Elle avait aussi échoué à l'examen, donc elle n'a pas aucune légitimité pour signer un article. Elle n'est pas une vraie physicienne, elle n'a pas de diplôme. Et en plus, pour Mileva, il ne faisait qu'un, comme vous savez avec l'exposition ici. Elle avait dit une fois à un ami, Konrad Habich, ils avaient travaillé ensemble, Konrad, Albert et Mileva, sur un brevet pour un multimètre ultra précis pour mesurer des petites différences de potentiel. Et pour le brevet, c'est le brevet Einstein-Habich. Alors, Konrad Habich lui a demandé, mais pourquoi tu ne mets pas ton nom? Et là, il lui a dit, warum? Wir beide sind nur Einstein. Juste pour vous prouver que je parle un peu allemand. Et pourquoi? Nous ne sommes qu'une seule pierre, nous ne faisons qu'un. Alors, pour elle, si Albert signait, bon, c'était notre travail commun, ça lui suffisait. Et elle voulait que Albert réussisse. Il y a Dord Krstić, et que j'ai de la misère, le serbe, c'est difficile. Alors, il pense que, c'est un autre biographe de Mileva Marić, il pense que comme très peu de femmes publiaient des articles de physique, cela aurait pu nuire à la crédibilité de l'article. Et je vais vous montrer dans quelques minutes que c'est encore le cas. Les articles signés par les femmes, on les cite moins, même les meilleurs. Donc, et c'est là qu'en 1901, quand Albert a finalement dû partir et retourner avec sa famille qui était maintenant à Milan, Albert était d'origine allemande, mais sa famille avait déménagé à Milano, et il écrit « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux ensemble mené notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion victorieuse. » Il n'y a personne qui peut nier la signification de cet extrait écrit de la main d'Albert Einstein. C'est très clair. Ils avaient travaillé tous les deux sur la relativité restreinte. Mais c'est là que le destin de Mileva va vraiment basculer. Le premier coup dur, ça avait été l'examen oral. Le deuxième, l'opposition de la famille. Mais là, Albert, ça fait des mois qu'ils sont séparés. Albert n'arrête pas de lui dire « Viens, 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 on va aller faire une escapade amoureuse au lac de Côme. » Et Mileva a écrit dans une lettre comment ça avait été merveilleux, sauf qu'elle tombe enceinte. Et Albert, toujours sans emploi, il était sans emploi pendant 2 ans.
et il refuse toujours d'épouser Mileva. 3 ans, en fait. Non, 2 ans et demi. Il refuse d'épouser Mileva. Et là, Mileva est enceinte. Alors, imaginez comment elle peut se sentir de 2-3 mois. Elle arrive devant l'examinateur pour l'examen oral. Cette fois-ci, c'est le professeur Weber, celui qui écrit des lettres négatives à Albert. Et encore une fois, chose surprenante, on ne la laisse pas passer à l'examen oral. Mais ces gars-là, ces hommes-là n'avaient jamais fait passer une femme à l'examen oral, donc... Mileva perd son statut d'étudiante, elle doit quitter la Suisse, elle rentre ici à Novi Sad chez sa famille. Malgré tout, elle retourne 2 fois à Zurich avec le train, ça devait être long, pour convaincre Albert de l'épouser. Il ne veut pas. Elle revient à Novi Sad, elle accouche de la petite Liesl en janvier 1902 et on a perdu la trace de cet enfant en 1903. Bon, grâce à des personnes que j'ai retrouvées, j'espère pouvoir, avec des tests d'ADN, trouver la solution à cette énigme. Parce qu'elle a pu être adoptée par 2 différentes personnes et je veux tester ces hypothèses, en tout cas. On verra si j'y arrive. Mileva va souffrir toute sa vie d'une dépression chronique après avoir perdu cet enfant. Mais l'enfant est né 2 mois après que Albert Einstein avait su qu'il aurait le poste au bureau des brevets de Berne. Et il lui avait écrit à ce moment-là, nous allons nous remettre, quand tu seras ma petite épouse, nous nous remettrons avec zèle à notre travail scientifique. Mais il commence son emploi en juin 1902 et tout le temps, il n'y a aucune mention de mariage, même s'il a commencé l'emploi, même s'il lui avait promis comment que dès qu'il y aurait un emploi, il la mariait aussitôt. Il n'est jamais venu à Novi Sad pour rencontrer l'enfant. Mileva l'abandonnera et l'enfant et ils vont se marier 1 an plus tard, en 1903, à Berne, pendant que Albert travaille au bureau des brevets 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Mileva fait les tâches domestiques et le soir, ils travaillent ensemble tard dans la nuit, souvent tard dans la nuit. 1 an plus tard naît leur fils, le premier fils, Hans Albert. Et en 1905, là, c'est l'année miraculeuse où Albert va publier 5 articles vraiment qui vont révolutionner la physique. Le premier sur l'effet photoélectrique, toutes les installations solaires, les piles solaires, ça fonctionne sur l'effet photoélectrique. 2 articles sur le mouvement brownien. Quand vous avez un verre d'eau et qu'il y a un peu de poussière ou des particules dedans, on voit que tout bouge. Et c'est ça qui a été la preuve que les molécules existaient. Tout le monde beaucoup de physiciennes avaient observé le mouvement brownien, mais on ne pouvait pas l'expliquer. Et personne ne savait encore si les molécules étaient là. On en parlait, mais ce n'était pas prouvé. Alors, c'était la première preuve. C'est important. Et aussi la théorie de la relativité restreinte et l'équation la plus célèbre, E égale mc carré, que moi j'ai utilisée tous les jours pendant 20 ans dans mon travail de physicienne au CERN. Où est-ce qu'on prend de l'énergie dans les collisions de l'accélérateur et ça se matérialise sous forme de nouvelles particules. Et là, on peut étudier de quoi la matière est faite. Albert a dit à un de ses biographes, Shankland, que la relativité a été ma vie pendant plus de 7 ans. Parce qu'en 1901, il a écrit notre travail sur le mouvement relatif, mais ça faisait déjà depuis 1898 qu'il travaillait là-dessus. Donc, ça veut dire que lui, c'est à l'époque où lui et Mileva étaient toujours ensemble à discuter, calculer, lire ensemble. Un autre biographe d'Albert Einstein a écrit que après 5 semaines passées à compléter l'article sur les fondements de la théorie de la relativité, Albert passa 2 semaines au lit pendant que Mileva relisait inlassablement l'article avant de le poster. Donc c'est elle qui a tout vérifié les détails, s'assurer que tout était bon. Et je suis sûre qu'elle ne faisait pas juste regarder pour des fautes d'orthographe.
Et c'est là que la famille, après avoir publié tous ces articles, ils sont venus pour la première fois à Novi Sad et rencontrer la famille Maric. Grâce à cette visite, ils ont rencontré beaucoup de gens et ces gens-là ont pu témoigner de ce qu'ils avaient vu. Heureusement, on en sait un peu plus. Dort Kirchtich, dont j'ai déjà massacré le nom une fois, Dort Kirchtich a passé 50 ans en Serbie à recueillir des témoignages de gens qui avaient rencontré Mileva et Albert Einstein. Et il a aussi rencontré Hans Albert, le fils aîné de Albert et Mileva, et on les voit ici ensemble. Et Dort Kirchtich explique que Hans Albert lui a dit que cette collaboration scientifique continua durant leur mariage et qu'il se souvenait avoir vu ses parents travailler ensemble en soirée à la même table. Il y a eu aussi la visite du frère de Mileva, son frère Miloš, qui était étudiant en médecine en Roumanie, Cluj-Napoca, mais qui est venu faire un semestre à Berne. Il a habité avec la famille, donc il les a vus comment ils faisaient. Et lui a raconté à tout plein de gens comment en soirée et durant la nuit, quand le silence tombait sur la ville, le jeune couple s'assoyait à la table et à la lumière d'une lampe au kérosène, travaillait à des problèmes de physique. Miloš Junior mentionna comment il calculait, écrivait, lisait et débattait. Donc, ça nous donne une bonne idée de ce qu'on avait pu voir à travers les lettres, mais aussi que ça s'est prolongé. Miloš était connu pour être un homme intègre qui s'en tenait toujours à la vérité et non à ses propres opinions. Et Dort Kirchtich a entendu cette histoire de 2 personnes différentes à 2 occasions différentes. D'autres témoignages, Mileva a dit à son père en arrivant de Berne, en arrivant à Novi Sad, nous venons de terminer un travail de recherche scientifique très important qui va rendre mon mari célèbre. Elle savait de quoi il parlait. Et il y a la cousine de Mileva, Sofia Galic, qui habitait avec la famille Maric, et elle l'a entendu le dire à son père, et elle l'a répété à Dort Kirchtich en 1961. Mais il y a 2 autres personnes, la marraine de Mileva, Simonia Gadjin, et Zarko Maric, un cousin de son père, qui ont répété la même phrase séparément à Dort Kirchtich, et les 2 l'avaient entendu du père de Mileva. Donc, le père leur avait raconté. Zarko Maric, ce cousin, c'est lui qui gérait la maison de Kac, la Villa Kula, où les 2 premières visites du couple, c'est là qu'ils ont dormi parce que la maison qu'ils avaient en ville était plus petite. C'est la nouvelle maison maintenant qu'on voit ici. Et Zarko Maric a décrit que Mileva calculait, écrivait et travaillait avec Albert, assis à l'ombre sous les pommiers dans le jardin à côté de la maison. Et que c'était plein d'harmonie et de respect mutuel. Dernier témoignage, celui-ci du maire de Novi Sad de l'époque, qui a dit que Einstein avait vanté sa femme en public en disant « J'ai besoin de mon épouse, elle résout tous mes problèmes de mathématiques pour moi ». Albert, comme enfant, apparemment, il était nul en mathématiques, il avait de la difficulté. Puis il a toujours eu de la difficulté. Plus tard, il s'est associé avec Marcel Grossmann pour finir la théorie de la relativité générale. Les mathématiques, c'était pas sa force. Et en effet, c'est prouvé ce commentaire, puisque à Pâques 1908, Mileva est venu rendre visite à sa famille avec les enfants, avec Hans Albert, et Albert a embauché un postdoc ou un étudiant en physique, Jacob Laub, pour remplacer Mileva. Laub habitait avec lui dans la maison, et Albert le trouvait pas très drôle, mais il dit « Mais au moins, il me fait mes calculs, ce que je n'aurais pas le temps de faire. » Donc, c'est bien. Donc, on voit que sans Mileva, il n'y arrive pas. Il y a besoin d'aide avec les mathématiques. 3 ans après tous les articles incroyables de 1905, l'année miraculeuse, il obtient finalement un poste à Berne, mais c'est pour un cours non payé. Finalement, un vrai poste à Zurich, mais le salaire n'est pas bon. Alors là, il accepte un poste à Prague pour faire monter son salaire, et après, il revient à Zurich. Et entre-temps, avant d'aller à Prague, leur 2e fils est né, Édouard, en 1910. Et on voit que Mileva est encore en train de travailler avec lui, parce que les notes de cours pour le cours de Zurich, c'est elle qui les a écrites.
Les 8 premières pages sont écrites de la main de Mileva. On a vu les lettres ce matin de Mileva à ses amis ici, et on reconnaît l'écriture. Et aussi, il y a un autre document écrit, ce sont les seuls 2 documents scientifiques qu'on a de la main de Mileva, une ébauche d'une lettre envoyée à Max Planck, qui était le plus grand scientifique allemand de l'époque. Et Planck avait demandé à Einstein de lui envoyer son avis sur un article qu'il voulait publier, et c'est Mileva qui a rédigé la lettre. Albert devient de plus en plus de succès, mais il devient aussi de plus en plus arrogant. Pour Mileva, elle est laissée de plus en plus de côté. Tout le monde veut être avec Albert, tout le monde veut travailler avec lui. Elle est laissée derrière. Et donc, lui, c'est la gloire et tout ça, et Mileva est moins drôle, dépressive. Mais jusqu'en 1911, ils échangeaient encore des cartes postales affectueuses. Mais en 1912, Albert visite sa famille à Berlin. Et là, il commence une relation avec sa cousine Elsa Löwenthal. Il obtient aussi un poste à Berlin. Alors, ça dure 2 ans d'échange de lettres. Il obtient un poste à Berlin, mais Mileva ne veut rien savoir d'être là. Il sait qu'il a cette aventure avec cette femme et tout. Et il y a la famille d'Albert qui la déteste. Albert lui fait une lettre épouvantable, des conditions épouvantables. Si tu veux rester avec moi, OK, tu fais le ménage, la vaisselle, la bouffe, tu laves. Mais tu n'as plus le droit d'utiliser mon bureau pour travailler. Alors, avec des conditions épouvantables, elle décide de se séparer, elle rentre à Zurich. Et là commenceront 3 décennies, 30 ans de misère pour Mileva. Parce que leur fils, Édouard, était souvent malade, il avait des problèmes respiratoires, il devait toujours aller au sanatorium, et ça coûtait très cher. Albert envoyait une pension alimentaire, mais souvent il l'oubliait, ou c'était pas le montant total. Et presque toute sa vie, elle va avoir des problèmes financiers, sauf brièvement dans les années 20, parce que, 5 ans après leur séparation, elle accepte de divorcer, à condition que Albert, si jamais il y a le prix Nobel, c'est elle qui aura l'argent. Et ça, c'est une clause qu'elle a dû défendre vraiment fortement parce qu'Albert aimait l'argent et il n'aurait pas cédé l'argent facilement. Donc, Albert pourrait avoir la gloire, la notoriété, mais elle, au moins, aurait l'argent. Et avec cet argent, il a acheté 3 petits appartements, 3 petits buildings avec des appartements à Zurich, pour pouvoir vivre avec les loyers, mais il y a eu le crash financier en 1929. Les locataires ne payaient plus les loyers. Elle a perdu 2 de ses immeubles. Et elle n'a gardé que celui où elle habitait avec son fils Édouard. Mais Édouard a commencé à montrer des signes de schizophrénie et il va être interné souvent. Et encore là, ce sera des problèmes financiers pour Mileva. Comme vous le savez, Albert s'est jamais trop occupé de son fils Édouard après ça. Mileva s'est confiée quelquefois à quelques personnes proches d'elle, disant qu'elle avait toujours collaboré avec Albert Einstein. Elle l'a dit à Milana Botta, qui elle-même l'a rapporté à un journaliste du journal Politica en 1929, à Maya Choukan, qui était une de ses étudiantes. Elle donnait des cours privés de mathématiques et des leçons de piano pour survivre, et cette femme l'a dit. Et Dort Kischtik l'a aussi entendu des parrains de Mileva. Elle leur avait écrit une longue lettre où elle disait qu'elle avait toujours collaboré avec Albert et qu'il avait gâché sa vie. Et aussi, elle s'est confiée à son fils, sa mère et sa sœur. Mais le mythe d'Albert Einstein était né. Le garçon est drôle. Et surtout à cause de 2 personnes. Hélène Ducasse, qui était la secrétaire d'Albert Einstein, qui a toujours défendu Albert. On ne pouvait pas dire un mot contre Albert Einstein. Et Otto Nathan, qui était un ami et qui a été aussi son exécuteur testamentaire. Ils ont tout fait, ces 2-là, pour cacher l'existence de Mileva. Et ils ont pas mal réussi. Sauf, même que Otto Nathan est allé visiter l'appartement de Mileva Maric après sa mort, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de documents écrits prouvant ses calculs et tout ça. Et effectivement, il n'y a plus de documents aujourd'hui. Il n'y a que les 2 lettres dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais la femme d'Hans Albert était allée
à l'appartement de Mileva après sa mort, et c'est elle qui a trouvé les lettres d'amour, les 54 lettres dont j'ai parlé au début. Mais ils les ont empêchés. Otto Nathan et Hélène Ducasse ont fait un procès en cours à Hans Albert pour l'empêcher de publier les lettres de ses parents, parce qu'ils avaient la propriété intellectuelle d'Albert Einstein. Et ils ont réussi. Ils ont réussi jusqu'à leur mort. Le dernier est mort en 87, et c'est après que ce livre, dont j'ai parlé tout à l'heure, a pu être publié. Et le mythe autour d'Albert Einstein, les gens le regardent et disent « Mais regardez là, on voit bien que c'est un génie, juste à y voir les cheveux et tout ça, mais non. C'est un problème génétique qu'ils ont dans la famille. On le voit ici avec sa sœur Maya. S'il y en a une qui est une génie dans la famille, c'est elle, plus que lui. Donc, pour Albert Einstein, ça a été la gloire, mais pour Mileva, elle est tombée dans l'oubli, heureusement, sauf ici. Elle est morte en 1948. Elle était allée voir son fils à l'hôpital psychiatrique durant l'hiver. Elle est tombée, elle a glissé sur la glace, elle s'est cassée la hanche, et comme bien des personnes âgées, elle en est morte quelques mois plus tard. Mes conclusions, c'est que la meilleure preuve de leur collaboration scientifique vient de la main d'Albert Einstein quand il parle de notre travail sur le mouvement relatif. Ça, c'est clair, comme de l'eau de roche. Mais surtout, on doit examiner comment ils ont interagi tout ce temps-là, leur discussion, leur méthode de travail à discuter, lire, calculer ensemble. Les documents écrits de la main de Mileva nous prouvent que ça a continué au moins jusqu'en 1911. Et les nombreux témoignages dont j'ai parlé tout à l'heure. Des preuves plus indirectes, le fait qu'Albert ait accepté de lui laisser l'argent du prix Nobel, mais aussi, oups, je suis dangereuse, hein? Mais aussi le déclin de la productivité d'Albert Einstein à partir du moment du divorce, de la séparation en 1914. Lui et elle, qui avaient mis les fondements de la mécanique quantique avec l'effet photoélectrique, prouvant que la lumière, c'était des quanta d'énergie, c'était les fondements de la mécanique quantique. Il s'est toujours opposé à la mécanique quantique, et dans toutes les réunions de scientifiques, il rendait tout le monde fou à faire des discussions à pu finir là-dessus. Mon opinion, c'est que leur union était faite d'amour et de respect mutuel, qu'ensemble, ils ont produit une œuvre hors du commun. Leurs contributions, par contre, ne pourront jamais être distinguées. Même aujourd'hui, moi, avec mes collaborateurs, à la fin d'un travail, on peut rarement dire qui l'a fait. Ah oui, toi, tu as fait ça. Mais moi, ah oui, mais l'autre nous a dit. Et à la fin, on ne sait plus. C'est ensemble. Ensemble, c'est exponentiel. On a beaucoup plus de force à travailler en groupe que tout seul. Mileva fut la première personne à reconnaître le talent d'Albert, et sans elle, il n'aurait jamais réussi. Il était trop insolent, trop plein de lui-même et tout, il n'aurait pas réussi. Et elle-même, ayant été élevée ici dans une société patriarcale à l'époque, c'était son rôle de soutenir son mari et tout ça. Alors, elle a abandonné ses propres aspirations pour... était heureuse aussi de contribuer à son succès. Et pour elle, il ne faisait qu'un. Alors que ce soit elle ou lui, pour elle, c'était la même chose qui signait l'article. Mais c'est aussi une fois qu'ils ont commencé à faire ça, signer les articles sous son nom à lui seulement, même si Albert avait été quelqu'un de très généreux, 4, 5, 6 ans plus tard, comment voulez-vous qu'ils disent « Est-ce que je vous ai dit que j'ai toujours travaillé avec ma femme? » Ça devient impossible, après un certain temps, de le dire. Plus ils ont attendu, plus c'est devenu impossible. Pourquoi elle n'a rien dit? Bon, elle s'est confiée à quelques personnes, mais elle l'a toujours aimé. Elle n'a jamais voulu lui faire de tort. Et elle était réservée, elle ne cherchait pas les honneurs. Elle était horrifiée quand son amie Milana Botta a parlé au journal Politica. C'est quelqu'un qui aimait l'anonymat et qui se taisait sur elle-même. Mais sans diplôme, elle n'avait aucune légitimité. Alors c'est vrai, et c'est la raison, on ne peut pas changer l'histoire, mais c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est vraiment important que l'ETH reconnaisse les erreurs du passé. Et moi et une autre femme,
Gabriella Grayson, une physicienne italienne, depuis des années qu'elle demande à l'ETH d'accorder à Mileva un diplôme posthume. Et moi, je leur ai demandé aussi, non seulement Mileva, mais les 4 autres femmes qui étaient avant elle, à qui on a aussi nié le... Et là, ils nous font des excuses, des excuses, des excuses. Vous pouvez écrire au recteur si vous voulez, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et les circonstances de Mileva, malheureusement, étaient bien différentes de celles de Marie Sklodowska-Curie, qui est une des rares scientifiques qui a percé durant cette époque. Marie est née en 67 et Mileva 8 ans plus tard. Donc, ils sont vraiment contemporaines. Mais Marie, elle a rencontré Pierre en 1894 et tout de suite, l'année suivante, ils se sont mariés. Et tout de suite, Pierre a eu son doctorat et un poste de professeur. Pas de problème, comme Mileva avec la famille Pauline l'horrible mère d'Albert, qui ne voulait rien de savoir de Mileva. Ils ont écrit ensemble ou séparément 32 articles entre 1898 et 1902. Et ces articles étaient parfois signés ensemble, parfois signés séparément. Et en 1903, Pierre Curie a entendu par un membre du comité Nobel qu'il aurait le prix Nobel, mais Marie Curie n'était pas nommée. Et il a dit, non, 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 si Marie n'est pas nommée avec moi, je vais refuser le prix Nobel. Alors là, ils ont mis le nom de Marie Curie. Donc, Pierre était une personne différente d'Albert. Et en 1929, vous voyez de quoi ça avait l'air, une réunion de physiciens. Ici, on a les grands noms de la physique moderne. Et la seule femme, Marie Sklodowska-Curie, dans une mer d'hommes. Et aujourd'hui, si vous allez au CERN, vous pouvez tomber sur le CERN où il y a 13 000 physiciens et physiciennes. Vous pouvez tomber sur des groupes de personnes comme ça. Bon, ce sont toutes des occasions un peu spéciales. C'est pas toujours comme ça. Mais les choses ont bien changé quand même. Il y a beaucoup plus de femmes en sciences. Mais est-ce que c'est vraiment égalitaire? Alors, je vais essayer de faire un peu des parallèles avec ce que moi j'ai vécu. Moi, je suis née 80 ans après Mileva. Je suis née à Chicoutimi, qui est dans la province francophone du Canada, le Québec. Et j'étais terriblement curieuse et je voulais savoir de quoi la matière était faite. Vous voyez, ça, c'est mon premier jour d'école et mes parents m'avaient acheté un sac beaucoup trop grand pour moi en se disant que je serais longtemps à l'école. Et il y avait peu de femmes en sciences. Alors, quand j'étais à l'école secondaire, on n'était que des filles, mais personne ne voulait faire des sciences, on ne savait pas c'était quoi. Au collège, on était une quarantaine dans ma classe, on n'était que 2 femmes, et j'ai fait comme la jeune femme sur cette photo. J'étais toujours assise dans le premier rang, à côté de l'autre femme dans le cours, et on s'assurait d'être les 2 meilleures de la classe. C'était clair, on ne se l'est jamais dit, mais on le savait très bien que si on n'était pas les meilleurs de la classe, on ne survivrait pas. Et d'ailleurs, en sciences, c'est sûr, la moitié des hommes en sciences sont au-dessus de la moyenne et la moitié des hommes sont en dessous de la moyenne. Hein, c'est normal. Sauf que les femmes sont toutes au-dessus de la moyenne. Les femmes scientifiques sont toutes au-dessus de la moyenne. Ensuite, je suis allée dans une école d'ingénieurs, l'école polytechnique, non pas de Zurich, mais de Montréal. On était 2000 étudiants à l'époque, 8 femmes. J'ai pas tenu le coup. C'était horrible. Et les murs, voyons, les murs étaient pleins de photos de graduation. Il n'y avait que des hommes. Pénible. Ensuite, j'ai fait un bac à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Je suis devenue enseignante dans 2 collèges au Québec. Et dans les 2 cas, j'étais la première femme et la seule femme. Et mes collègues ne voulaient pas travailler avec moi, par exemple. Les autres travaillaient tous en groupe pour préparer les cours. Moi, on me laissait toute seule. Ensuite, je suis partie et je suis allée faire une maîtrise à San Francisco et un doctorat à Santa Cruz. Et à San Francisco, c'est incroyable, on était 5 étudiantes au programme, 5 femmes. Et au doctorat à Santa Cruz, là, c'est revenu normal, 1 femme parmi 8. Et je suis allée au CERN plus tard, où on retrouve 112 nationalités différentes. Il y a 13 000 chercheurs, physiciens, physiciennes là-bas. Il y a à peu près 50 personnes d'origine serbe aussi qui travaillent là-bas. Mais 80% des scientifiques sont des hommes et 80% sont de race blanche. Alors même si on dit que c'est très diversifié,
Hein, il faut pas creuser longtemps pour voir. Pourtant, il y a des façons toutes simples d'augmenter la diversité dans un groupe. Et la solution, c'est de faire des applications anonymes. On ne voit pas ni le genre, ni la race, ni si elle est musulmane ou avec un voile ou je ne sais pas quoi. Et tout ça pour éviter les préjugés, parce que le problème vient du fait qu'on est dans une société sexiste depuis longtemps et il y a toujours des préjugés contre les femmes, contre les Noirs, contre les homosexuels, contre n'importe qui. Et il y a une école d'ingénieurs à Berlin qui a fait le test. Quand ils faisaient une sélection normale avec des applications, avec on voit le nom, tout ça, ils prenaient toujours, le directeur de l'école nous a montré ses statistiques et il disait, bien sûr, on prenait toujours que les meilleurs étudiants qui appliquaient pour notre école. Et ils ont changé pour une application anonyme. Mon application, c'était numéro 27, 28, 29. Et là, tout à coup, ils se sont ramassés avec 57% de femmes. Avant, c'était 20%, 3 fois plus de femmes. Et 29 nationalités différentes. Alors, les Aboubakar ont passé, alors qu'avant, ils étaient mis de côté. En France aussi, il y a eu une étude qui montrait qu'à Paris, par exemple, ceux qui avaient leur adresse était dans les quartiers pauvres, n'étaient pas pris non plus. J'ai eu une chance incroyable. J'ai travaillé dans un laboratoire près de Chicago, aux États-Unis, formidable. Et notre groupe, ma directrice de thèse était une femme. Nous étions 3 femmes étudiantes et une femme postdoc. Notre expérience était en physique des particules, 70 personnes, c'est un tout petit groupe. Au CERN, on était 5000. Mais il y avait à peu près 14% de femmes. Mais parmi celles qui étaient toujours au laboratoire et qui faisaient tourner l'expérience, là, on était 1/3 de femmes. Et ça a tout changé. Il n'y a jamais personne qui nous a ridiculisés dans une réunion de travail. Ils savaient qu'ils se feraient planter. La discrimination disparaît quand un groupe qui a été historiquement exclu, au lieu de dire minoritaire, on n'est pas minoritaire, on est 50% de la population, les femmes. Donc, quand un groupe historiquement exclu atteint 30%. Jusqu'à il y a 5 ans, il n'y avait que 2 femmes qui avaient eu un prix Nobel. Marie Curie, Maria Goeppert-Mayer. Et ces 2 femmes-là avaient aussi quelque chose d'autre en commun. Elles n'avaient jamais été payées pour leur travail jusqu'à temps qu'elles obtiennent un prix Nobel. Et là, finalement, on leur a donné un poste de professeur. 2 autres personnes auraient dû aussi, 2 autres femmes auraient dû avoir depuis longtemps le prix Nobel. Mileva, comme vous l'avez vu, pour l'effet photoélectrique, et Lisa Meitner, qui a travaillé sur la fission nucléaire, mais elle était juive, elle travaillait en Allemagne, et les Juifs n'avaient plus le droit de signer les articles, donc son collaborateur a signé tout seul, mais n'a jamais donné le crédit publiquement, n'a jamais parlé au comité Nobel. Donc 4 femmes, mais le pire, c'est que moi, quand j'ai étudié, par exemple, la fission nucléaire, mais on ne m'a jamais dit que la fission nucléaire, c'était Lisa Meitner qui avait fait ça. J'ai jamais su que les couches à l'intérieur du noyau des atomes, c'est Maria Goeppert-Mayer qui avait tout fait ça. On ne nous dit pas, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé en physique, en astronomie ailleurs, et on ne sait pas que ces femmes-là, que c'était des femmes qui ont fait des découvertes extraordinaires. On utilise et on étudie ce qu'elles ont fait, mais on ne nous dit pas que c'est elles. Comme le théorème de Noether. Vous connaissez le théorème de Noether? Non, encore. C'est Emma Noether. En mathématiques, c'est un théorème hyper important pour la physique. Mais les salaires, ces femmes-là qui n'étaient pas payées, combien de femmes ont travaillé en physique et en astronomie sans être payées, juste par passion? Même encore aujourd'hui, le salaire moyen, juste un exemple, le salaire moyen des professeurs aux États-Unis est de 74 000 $. Et la différence des salaires entre hommes et femmes, pour les mieux payés, c'est 6 000 $. Donc, pour les plus en bas de l'échelle, c'est encore pire. Donc, il y a encore des grosses différences salariales. J'ai parlé tantôt de la discrimination dans les citations. Une étude a été faite brillante. Ils ont pris 200 000 articles d'astronomie, publiés dans les 5 revues les plus prestigieuses d'astronomie. Donc, on sait que tous les articles sont bons. C'est tous d'excellents articles. Les articles signés par des hommes
reçoivent 2 fois plus. Alors ici, on voit le nombre de citations reçues, et, le ratio entre hommes et femmes. Et les hommes recevaient jusqu'à 2 fois plus de citations pour ces articles-là. Ça, c'était dans les années 60. Et même aujourd'hui encore, il subsiste à peu près une différence de 5 à 10%. Les femmes sont moins citées que les hommes. Donc, Dr. Kischlik avait probablement raison que si Mileva avait signé, l'article n'aurait pas été jugé aussi important. Alors, on donne souvent les postes de professeurs basés sur le mérite. Qui a publié beaucoup d'articles, combien de citations, des choses comme ça. Mais les femmes ont beaucoup plus d'embûches pour se rendre à l'autre bout. Et c'est pas seulement en physique ou en sciences, c'est en politique, c'est en littérature, dans les arts, dans la musique, partout. Le nombre, la représentation des femmes, c'est une chose. On est 20% maintenant de physiciennes. C'est mieux que 0,001%. Mais le traitement est-il égal entre les hommes et les femmes? Une étude a été faite il y a une dizaine d'années avec 15 000 physiciens-physiciennes de 130 pays différents. Et les réponses ont été divisées entre celles venant de pays moins développés et plus développés. Et les gens devaient dire s'ils trouvaient qu'il y avait suffisamment d'accès aux activités professionnelles. Par exemple, est-ce que je peux aller dans des conférences? Est-ce que je suis invité à critiquer un article? Est-ce qu'on me donne une charge dans un groupe de travail? Des choses comme ça. Et la différence entre les deux est énorme. La différence statistique devrait être de 0,5% si c'était égal. Et les différences, là, c'est 24 fois plus gros que les petites fluctuations statistiques normales. Donc, c'est énorme. Les femmes sont défavorisées autant dans les pays moins développés que plus développés. Des ressources suffisantes. Avez-vous assez d'argent pour fonctionner dans votre groupe? Assez d'étudiants gradués? Assez de post-doc? Assez de mètres carrés de laboratoire ou de bureaux? Et encore là, le jour et la nuit entre les hommes et les femmes. Est-ce que votre carrière a été affectée par les enfants? Les femmes disent oui, beaucoup plus que les hommes. Et qui assume les tâches domestiques? Ben, je vous laisse deviner. Et beaucoup moins de défis sont offerts aux femmes. Les femmes, on ne leur donne pas de responsabilité quand elles sont des mères parce que les enfants vont être malades. On sait que c'est les femmes qui vont rester avec les bébés malades. Tandis que les hommes, on leur en donne plus parce qu'ils sont pères de famille, ils sont maintenant responsables. Pour moi, ça n'a pas été facile. Comme j'ai dit, j'étais la première femme prof. J'ai perdu ma charge de cours à San Francisco pour avoir dénoncé du harcèlement sexuel. Moins de ressources et d'opportunités que mes collègues, mais ça, on vient de le voir, c'est tout le monde. J'étais victime de mobbing au CERN pendant 3 ans. C'était affreux. Chaque fois que j'ouvrais la trappe, le chef du groupe me rabaissait devant tout le monde. On me volait mes idées, tout ça. Tout le mérite de mon travail, où j'ai fait un travail extraordinaire dans un laboratoire, et tout le mérite de mon travail a été attribué à un collègue qui n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. 3 fois, il est venu dans le lab et je lui ai expliqué de A à Z ce qu'on faisait, et il connaissait, il comprenait rien. Et j'ai eu, à force de me taper la tête contre le plafond de verre, je ne sais pas si vous allez voir les cicatrices que j'ai à me péter la tête contre le plafond de verre. Tout le long de ma carrière, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi j'ai pas de promotion? J'ai mieux travaillé que toutes les autres et c'est les autres qui ont les promotions. Je suis une femme objective en plus. Pourquoi mes idées sont-ils ignorées? Mais ça aussi, c'est des choses que les femmes vivent régulièrement. Pourquoi je ne peux pas assister aux conférences? Comme je l'ai dit, ça arrive à tout le monde. Pourquoi j'ai pas de collaborateurs? Je me ramassais toujours toute seule pour travailler, moi. Pourquoi dois-je manger toute seule la plupart du temps alors qu'au CERN, tout le monde mange ensemble? Est-ce que je pue? Je comprenais pas. Et j'avais pas vu que le sexisme est loin d'être la seule forme de discrimination. Il y a la race, l'orientation sexuelle, le handicap physique et intellectuel, la religion, l'ethnie, l'origine de classe. Si vos parents sont pas allés à l'université, c'est plus difficile. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'est le fait de mon orientation sexuelle. Moi, je suis lesbienne, et c'était connu, et j'avais pas pensé que ça pouvait apporter des problèmes. Et tout récemment, dans une vidéo qui a été vue des milliers de fois, j'ai eu plein de commentaires désobligeants, parce que sur le film, on voyait bien mes cheveux gris, et les gens disaient «
des gars qui me disaient, des hommes qui disaient « La petite mémé qui vient nous dire qu'est-ce qui se passe en physique. » Bon. Alors, le problème vient de la société. C'est très important de discuter de la sous-représentation des groupes discriminés parce que le problème vient de la société et non des femmes elles-mêmes ou des personnes noires ou des personnes homosexuelles. Ces discussions font qu'on se sent plus...